merci pour l'organisation de cet événement. On est tous reconnaissants que des personnes qui ont des initiatives, des personnes qui ont la force d'organiser des événements avec cette intention soient là et nous facilitent la transmission de ce qu'on a compris ou de ce qu'on croit comprendre. Alors, merci Matej pour avoir rendu possible cette soirée. Merci à vous aussi d'être venus ici, particulièrement tous ceux qui sont assis et ceux qui sont à moitié debout sur la balustrade. Alors, les arbres, qui sont-ils? J'aime beaucoup cette question parce que c'est pas que sont-ils, c'est qui sont-ils. C'est une autre manière de poser la question et d'orienter le regard de la pensée, le regard du scientifique. Et mon approche ou ma contribution ce soir, il faut naturellement focaliser sur des choses très particulières, des choses bien centrées, pour pouvoir quand même arrondir ce qu'on veut dire, que ça tienne un peu ensemble. Sinon on peut s'étaler et on n'arrêterait jamais. Les arbres, c'est tellement énorme que les connaissances ne sont qu'en train d'augmenter jour après jour. Ce que j'aimerais, c'est évoquer deux aspects où on a les savoirs traditionnels, les savoirs ancestraux, qui, curieusement, se rejoignent avec les savoirs scientifiques les plus modernes. Mais dans ce que la problématique actuelle a de plus énorme, de plus décisif, de plus vital pour toute l'humanité, pour toute la Terre, on va voir que ce que savaient les anciens, c'est quand même pas du léger. Et les questions qui découlent de cette constatation, de cette prise en considération des savoirs des anciens, avec le regard scientifique d'aujourd'hui, nous met dans une nouvelle situation par rapport à toutes les générations qui nous ont précédés. Et ça nous implique aussi, ou bien ça les implique en même temps que nous, dans ce qu'on va faire maintenant, parce que on en est tranquillement, trop lentement conscient, c'est que les choses sont en train de changer, sont en train de devenir extrêmement spéciales, pour dire les choses légèrement. On peut dire que ça va secouer. Tout le monde en est conscient, certains clairement et d'autres un peu moins, mais nombreux sont ceux qui sont en train de dormir un peu moins tranquillement. Et ce qu'il faudrait quand même, c'est rester tranquille et continuer d'avoir sa quiétude et son jugement non influencé par des craintes. C'est toujours mauvais conseil. Il faut rester lucide par rapport à ce qu'on veut dans le futur. Donc deux éléments où les anciens et les modernes se rejoignent avec la question que cela implique. Alors le premier, si vous vous déplacez en Amazonie péruvienne, par exemple, en Amazonie péruvienne, vous allez peut-être prendre un bateau, ou bien longer un fleuve, l'Ucayali en particulier, près de Pucallpa. Vous allez avoir sur la bordure du fleuve l'immense forêt qui accompagne ce fleuve, le fleuve étant un produit de cette forêt. Et cette immense forêt a une canopée qui est relativement régulière dans sa hauteur, avec cette lisière qui vient s'arrêter au niveau de ce fleuve. Et hors de cette canopée, de temps en temps, vous avez des arbres tout à fait différents, des géants. C'est comme si c'était des arbres de chez nous qui sont dans une prairie. Mais là-bas, la prairie, c'est déjà la forêt, avec des arbres à 30-40 mètres. Et ces géants, ils ont le double de la taille parfois. Et ces géants sont vraiment des éléments particuliers de cette forêt, alors que chez nous, la forêt a toujours, pratiquement pour tous les arbres, la même dimension. Et ces arbres qui sortent de la forêt sont naturellement gigantesques. Et si vous essayez de vous approcher d'un de ces arbres, vous allez arriver au pied de cet arbre, après avoir cheminé à travers la forêt. Et là, vous allez voir que cet arbre a naturellement des dimensions énormes par rapport aux autres arbres et des empattements de racines, c'est-à-dire c'est comme des contreforts qui vont dans tous les sens, parce que cet arbre n'est pas enraciné profondément, il est posé sur la forêt. Les arbres tropicaux n'ont pas des racines pivots comme les nôtres,
Ils sont simplement posés et arrimés grâce à ces contreforts. C'est comme une cathédrale avec les contreforts de la cathédrale. Et au centre, vous avez l'arbre énorme. Et j'aurais eu une photo à vous montrer où sur ces contreforts, on a des enfants qui sont en train de grimper. Un ici, un là, et puis l'arbre, il a cette dimension-là, il est absolument gigantesque. Et maintenant, on a, avec ces arbres, quelque chose de particulier. Déjà symboliquement, si par hasard, si par aventure, vous étiez une fois perdu dans cette forêt, je vais vous donner un truc qui va peut-être vous sauver. C'est que lorsque vous êtes perdu dans une forêt comme ça, c'est difficile de retrouver son chemin. Il faut qu'on vienne vous chercher. Et là, vous allez trouver un de ces arbres, et il va peut-être vous sauver, parce que ces contreforts, c'est très étroit, c'est comme des planches qui sont placées contre le tronc à angle régulier. Et là, on dit qu'il faut taper contre un contrefort et ça fait vibrer tout l'arbre. Ça boum, et de loin, on vous entend et on vient vous chercher. Donc les Indiens d'Amérique du Sud viennent vous chercher. Vous avez entendu leur arbre signaler la présence d'un perdu. Et maintenant, on a les anthropologues. L'anthropologie a beaucoup changé sa manière de faire les choses. Autrefois, on allait faire l'anthropologie des Indiens. On allait étudier les Indiens. Et les anthropologues modernes qui ont compris qu'on ne peut pas continuer comme ça, il n'y a pas des êtres humains qui étudient d'autres êtres humains comme des objets curieux. Bruce Albert, par exemple, est de cette veine, c'est un anthropologue qui va étudier avec son partenaire d'une autre culture. Et pour faire cela, il faut entrer en confiance. Donc il s'est lié d'amitié d'un Indien représentant des Yanomami, du nom de... On va revenir tout de suite. David Kopenawa, merci, tu as bien lu les slides. David Kopenawa, un relativement jeune homme de la culture de la tribu du peuple des Yanomami, qui a reçu la fonction, la mission d'être chaman, mais ce n'est pas un vieux chaman qui est sorti sans transition de toutes les anciennes filiations sur des millénaires, c'est un qui connaît le monde moderne et qui est retourné, qui a renoué avec sa culture, et qui connaît les deux mondes, et qui est maintenant chaman, et qui explique à un moderne comment fonctionne le mode de pensée de son peuple. Et par rapport à cet arbre, qui s'appelle le Samauma, selon les régions, ailleurs ça s'appelle autrement, c'est le Ceiba, le capoquier, cet arbre géant. Il dit de cet arbre géant que c'est un arbre qui commande la pluie, qui fait la pluie. Et il dit de la forêt, cette forêt qui a ces géants qui l'occupent, qui la domine, cette forêt, c'est en fait une peau, une enveloppe pour la terre. C'est la peau de la terre, la forêt amazonienne. Voilà ce que dit Kopenawa. Et il dit, vous venez ici, vous nous coupez cette forêt, vous nous coupez ces arbres, et vous remplacez ça par des plantations de manguiers même. Alors, vous pensez que ce serait pas mal, c'est mieux que de l'EVA ou de l'eucalyptus pour faire du papier. Et lorsque vous coupez ces grands arbres, vous avez complètement perturbé le fonctionnement de cette forêt. Les pluies ne viendront plus parce que les arbres sont ce sont ces arbres-là qui savent faire venir les pluies. Voilà, alors ça semble être un peu poétique, un peu tiré par les nuages, pour ne pas dire par les cheveux. Et on pourrait en rester là avec ces relations d'anthropologues qui sont entrés en contact avec ces genres de connaissances. Et entre-temps, des chercheurs russes, Viktor Gorchkov et sa jeune doctorante probablement, mais elle est restée dans son institut, c'est des physiciens, des chercheurs de très très haut niveau, qui ont repris en fait d'une manière nouvelle et critique. Sa collègue s'appelle Anastasia Makarieva,
Ces chercheurs russes ont repris en fait toutes les données atmosphériques, les données climatologiques concernant le bassin amazonien et ont finalement compris que ce n'est pas simplement, comme on le pensait jusqu'ici, que les arbres poussent bien en Amazonie parce qu'il y fait chaud et humide. Ils ont compris que c'est exactement l'inverse. Ils ont compris que s'il fait chaud, et il fait toujours un peu plus chaud malheureusement, mais c'est finalement pas si grave, ça serait rattrapable si on s'y mettait vraiment sérieusement. Je pense en riant un peu à la COP, je ne sais pas s'il faut trop attendre de cette organisation-là, mais les degrés de température ne sont pas définitifs, mais en fait ce qui est définitif c'est les pertes des espèces. Et ici, les Russes se sont rendus compte que, en fait, c'est parce que les arbres poussent dans cette région qu'il fait humide sous l'équateur. Les arbres ne poussent pas bien parce qu'il fait chaud et humide, il fait chaud et humide parce qu'il y pousse des arbres. Et maintenant, on comprend ce que ça signifie, c'est une phrase énorme. On pourrait en rester à cette phrase, vous pourrez rentrer chez vous et laissez peser cette phrase sur votre conscience et se dire mais qu'est-ce qu'on est en train de faire avec cette Amazonie puisqu'on est en train de lui enlever des arbres. Et c'est ce qu'ils ont montré. Si on enlève des arbres, on va passer à une désertification galopante. Gorshkov et Makarieva. Et ensuite, les chercheurs brésiliens, Antonio Nobre, Peter Bunyard en anglais, sont entrés dans cette brèche et ont continué de travailler dans ce sens-là. Parce que qu'est-ce qui se passe avec cette Amazonie? C'est que cette forêt est donc alimentée par cet immense fleuve Amazon, qui est lui-même alimenté par beaucoup d'affluents. C'est un immense bassin versant, bien délimité, qui va jusqu'au Venezuela et au sud Bolivie, etc. Et cet immense bassin versant amène l'Amazone des contreforts des Andes jusqu'à l'Atlantique et se déverse dans l'Atlantique. Et là, il y a cette forêt qui reçoit cette eau régulièrement. Et elle fait de l'évapotranspiration de cette eau. Et le fait de transpirer, d'évapotranspirer cette eau, fait baisser la température et envoie de la vapeur d'eau à haute altitude pour faire des nuages. Et les arbres envoient en plus, pas seulement de l'humidité de la vapeur d'eau, mais aussi des microparticules qui, quelques temps plus tard, vont provoquer les pluies. Donc les arbres font les nuages et provoquent les pluies. C'est un phénomène très récemment compris. Et ce qu'ils ont montré, c'est que ce cycle d'évapotranspiration et précipitation a lieu une demi-douzaine de fois, en commençant par l'Atlantique et pour aller jusqu'au contrefort des Andes, grâce à ces arbres, et en particulier à ces arbres géants. Et paradoxalement, ceci attire les masses d'air de l'Atlantique, qui sont déjà humides au-dessus d'un océan, et les enrichit en eau. Et grâce au phénomène de chatouiller les nuages, il pleut plus en-dessus de la forêt qu'en-dessus de l'Atlantique, paradoxalement. Alors que l'Atlantique, c'est une surface uniquement d'eau de mer. Donc cette forêt amazonienne a vraiment un rôle très important d'appeler ces masses d'air, de les enrichir en humidité, de faire des nuages, des précipitations. Et ce bassin amazonien, c'est le hotspot de biodiversité animale et végétale. Donc c'est pas seulement faire du climat, rafraîchir avec cette énergie solaire qui arrive, qui est énorme, qui est plus forte qu'au niveau du Sahara ou bien de la Namibie par exemple, ou bien des déserts d'Amérique. À cet endroit-là de l'équateur, le soleil tape angle droit et c'est énorme comme impact. Eh bien, ce soleil potentiellement dangereux, potentiellement très agressif, très, très violent, est absorbé par les arbres et la forêt, est transformé en foisonnement de vie végétale et animale et en cycle climatique, parce que ces masses d'air vont maintenant circuler de l'Atlantique jusqu'au contrefort des Andes. C'est ce que les chercheurs ont appelé, mais je trouve ça un peu ridicule, rivière volante. Mais c'est un méga fleuve volant parce qu'il est beaucoup plus grand que l'Amazone, puisqu'il va déborder contre le nord pour tempérer l'Amérique du Nord et contre le sud pour tempérer et humidifier, faire précipiter des masses d'air chaud et humide au niveau de l'Argentine. Le gouvernement argentin est en train de s'inquiéter au niveau du gouvernement brésilien
qu'est-ce que vous faites avec votre forêt? On est en train de nous inquiéter de notre climat argentin, parce que ces masses d'air tempèrent le sud et le nord du continent américain. On peut appeler l'Amazone, ce bassin amazonien, comme étant un cœur climatique de la Terre. Certains supposent même que le Gulf Stream, qui vient du golfe du Mexique et qui nous tempère les côtes ouest de l'Europe, jusqu'à l'Écosse, jusqu'à la Scandinavie, avec des eaux chaudes, est aussi initié par ces masses d'air chaudes qui viennent de l'Amazonie. L'Amazonie, on la retrouve jusqu'en Europe. Et voilà ce qu'ont découvert les chercheurs russes, Viktor Gorchkov, qui est malheureusement décédé, et Anastasia Makereva, avec laquelle on a un contact indirect. Voilà, donc, brusquement, on se rend compte que ce que disait Benki, non pas Benki, David Kopenawa, on a parlé de Benki avant, de David Kopenawa, à Bruce-Albert est absolument fiable, absolument juste. Et maintenant la question est, comment savait-il ça? Il n'a pas envoyé des satellites dans l'atmosphère pour mesurer, etc. Il savait ça depuis toujours. Quels sont leurs modes d'acquisition de savoir? Je laisse cette question ici. Le deuxième exemple, qui a plus à faire avec un peu mon cœur de recherche, la chronobiologie, l'étude des rythmes dans les plantes, en particulier les rythmes cosmiques, eh bien, ces rythmes apparaissent indirectement dans ce qui est sorti d'un autre échange, d'un autre anthropologue avec un autre Indien d'Amérique du Nord, cette fois-ci. C'était un anthropologue balois, Fridtjof Schuon, qui a vécu juste dans les années 90, quelque chose comme ça. Et Fridtjof Schuon s'était beaucoup approché des Indiens Lakota ou Sioux, c'est des tribus pratiquement identiques. Et là-bas, il avait établi un rapport d'amitié très sincère avec l'un de ses représentants de ce peuple, qui était homme médecine ou chaman, c'est parfois un peu la même chose. Et cet homme-là lui a dit, en lui montrant un peuplier, parce qu'il faut savoir que les Sioux, les Lakota, c'était des Indiens qui avaient leur tipi, naturellement, et qui étaient nomades, en fait. Ils établissaient leur village toujours, toutes les quelques semaines, ils se déplaçaient. C'est ce mode ancien de fonctionnement des êtres humains. On a été nomades, chasseurs-cueilleurs, pendant 300 000 ans. Nous tous, on a cette mémoire en nous. Le phénomène a été découvert par Carl Gustav Jung, mais on a la mémoire de toutes les générations humaines qui nous ont précédés. Eh bien, les Indiens avaient donc leur tipi, et ils longeaient les rivières, ils passaient des cols, ils allaient plus loin, naturellement en faisant leur migration parallèlement aux bisons, qui étaient leurs animaux de subsistance, dont ils prélevaient juste ce qui était nécessaire, avec tout le respect qu'on a finalement compris qu'ils cultivaient. Alors, en montrant ce peuplier au bord de la rivière, son ami Lakota lui dit voilà, ça c'est notre arbre sacré. Sa feuille a la forme de nos tipis et de nos mocassins. Son bois nous permet de construire les tipis, les perches des tipis et ne pourrit jamais. Et dans son cœur, il y a l'étoile du matin. Pour les premières choses, la feuille du peuplier, elle est vraiment bien triangulaire, c'est un peu comme la forme c'est le Populus deltoides, le peuplier de là-bas, l'arbre sacré des Indiens. Il a vraiment la forme d'une feuille de bouleau, c'est vraiment la forme du tipi, bien triangulaire, bien symétrique, ça c'est bon. La forme du mocassin, là, on a eu des rencontres avec des Indiens aussi d'autres tribus. En fait, ils avaient tous leur manière de faire des mocassins. Le cuir qui sert à ça, il reçoit au début une certaine forme et ensuite on les plie de différentes manières.
Et là, j'ai appris que les Navajos, les Hopi, ont un autre patron pour leurs mocassins que probablement les Lakota. Donc les Lakota prennent une forme comme un peu la feuille du peuplier pour faire leurs mocassins. Le bois des perches qui ne pourrit pas, moi ça m'a étonné parce que le peuplier est un bois extrêmement putrescible qui ne résiste pas à la pourriture, ça pousse au bord de l'eau, ça se décompose facilement. Et eux avaient probablement, et je soupçonne par quelle méthode, une méthode pour couper ces perches à un moment donné avec une certaine technique pour les rendre imputrescibles. Là, c'est une chose dont on est un peu entré dans la technique, là je pourrais imaginer laquelle. Et finalement, au sujet de l'étoile du matin, ça nous pose une première question. Qu'est-ce que l'étoile du matin? Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est l'étoile du matin? On pourrait aussi dire l'étoile du soir, en fait. C'est Vénus. Est-ce que Vénus est une étoile? C'est une planète. C'est une planète, c'est pas une étoile. Une étoile a une lumière scintillante, c'est un soleil. Alors que Vénus, c'est une lumière réfléchie, constante. Donc Vénus n'est pas une étoile, mais malgré tout, ce Lakota, ce medicine man, désigne cet objet céleste comme étant une étoile, l'étoile du matin. Et curieusement, chez nous, on l'appelle aussi l'étoile du matin. C'est pour ça que je peux vous poser la question. Alors qu'on sait depuis longtemps que ce n'est pas une étoile, c'est une planète. Alors il dit qu'au cœur de son peuplier se trouve l'étoile du matin. Mais quelle magnifique poésie, c'est incroyable. Il reconnaît, il a l'impression, il suppute, il ressent la présence de cette étoile dans son peuplier. En y allant de manière très pragmatique, on prend une jeune pousse de peuplier, on le coupe en travers avec un bon couteau, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il apparaît comme structure? Vous avez naturellement l'écorce, vous avez ces jeunes, il y a peut-être 1 ou 2 cernes d'accroissement, mais au centre de toutes les pousses des arbres, il y a ce qu'on appelle la moelle. C'est un tissu très spongieux. Et grande surprise, lorsqu'on coupe le Populus diploides transversalement pour regarder sa moelle, c'est une magnifique petite étoile, superbe. Tous nos peupliers sont un peu dans cette veine-là, mais c'est des étoiles un peu arrondies, un peu irrégulières. Mais j'ai jamais vu une moelle d'un arbre aussi parfaitement étoilée que le peuplier deltoides des Lakota. Bon, une étoile ici, mais qu'est-ce que ça a à voir avec Vénus? Il aurait pu dire ça pour toutes les autres vraies étoiles, ou bien éventuellement une autre planète, mais Vénus, une étoile. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la biologie des arbres, on a en fait des rythmes qui sont des rythmes terrestres, mais c'est toujours lié en fait aux planètes. Le rythme des saisons, c'est un rythme solaire. Et le soleil, c'est aussi une étoile. Donc, la croissance des arbres se fait selon les saisons. Et ce sur quoi on a travaillé, c'est les rythmes lunaires à l'intérieur des saisons. Les anciens savaient que si on sème les graines ou si on récolte les arbres, les produits ou la germination se fera différemment selon la phase lunaire ou la constellation dans laquelle se trouve la Lune, au sein de la saison où on sait qu'il faut faire les choses. Donc c'est une condition supplémentaire pour obtenir certaines qualités. Voilà ce qu'a apporté l'étude de ces rythmes qui étaient connus par les anciens. Et là maintenant, lorsqu'on étudie ces rythmes, on se rend compte de cette connexion avec les planètes, avec la Lune, le Soleil, et finalement on s'est rendu compte que les bourgeons des arbres pulsent en fonction du déplacement de la Lune, pas seulement par rapport au Soleil, mais par rapport aux planètes aussi. Si c'est le chêne, ça sera la planète Mars en alignement ou en opposition avec la Lune, qui va dicter les pulsations des bourgeons. C'est quelque chose d'absolument énorme. Et je reviens vers l'étoile du peuplier, qu'on retrouve ici, étoile à 5 branches. Il faut bien préciser ça. Qu'est-ce que ça a à faire avec les rythmes? Parce qu'ici, elle a une structure, elle a une figure, et les rythmes, c'est quelque chose qui se déplace dans le temps. Je vais bientôt abréger, mais
3 minutes. Qu'est-ce qui se passe avec cette étoile à 5 branches? En fait, si on prend tous ces rythmes lunaires, les rapports de la Terre à la Lune, par exemple, c'est dans le rapport du nombre d'or. Si vous posez la Lune sur la Terre comme étant la sphère de référence, la Lune dessus, vous faites un triangle. L'hypoténuse de ce triangle par rapport à la demi-base est égale au nombre d'or. Et c'est exactement la forme de la pyramide de Khéops. Et ce nombre d'or a sa représentation la plus précise dans l'étoile à 5 branches, parce que la petite partie d'une étoile à 5 branches, d'une droite de l'étoile à 5 branches, est à la plus grande partie, comme la plus grande est toute d'une des droites qui fait l'étoile. C'est la définition du nombre d'or. Le plus petit est au plus grand, comme le plus grand est au tout. C'est une magnifique règle qui a une valeur mathématique. Donc l'étoile à 5 branches représente le nombre d'or, représente le rapport de la Terre à la Lune, et aussi des parcours des planètes autour du Soleil sont dans ce rapport du nombre d'or. Et maintenant, la Terre et Vénus, pourquoi? Sachez que la Terre tourne autour du Soleil en 365 jours, Vénus en 225 jours. Si vous divisez 365 par 225, vous obtenez le nombre d'or. Donc, c'est incroyable. Et les astronomes actuels, avec tous les systèmes de calcul des trajectoires des planètes autour du Soleil, on peut calculer naturellement la trajectoire de la Terre autour du Soleil, de Vénus autour du Soleil, et Hartmut Warm, un astronome libre, il n'a pas passé par les filières académiques, il est entré dans ce domaine d'une manière extrêmement puissante. Il a redessiné, en fait, il a voulu savoir quelle est la, inspiré par Kepler, Johannes Kepler, qui parlait de l'harmonie des mondes. Il a dessiné simplement quelle est la danse de la Terre avec Vénus autour du Soleil. Parce que la Terre tourne autour du Soleil, Vénus un peu plus vite. Il a dessiné jour après jour le segment Terre-Vénus, et ça change sans arrêt. Au courant des mois, au courant des années, et il s'est rendu compte que droite après droite, c'est donc quelque chose d'invisible, il faut se placer au-dessus du Soleil, et laisser tourner la Terre autour du Soleil et Vénus aussi, et dessiner avec les programmes informatiques, et s'est rendu compte qu'une droite après l'autre, c'est chaque fois un petit angle qui change, la droite agrandit, se rétrécit, tourne derrière le Soleil, etc. Et progressivement, vous avez une fleur à 5 branches qui se dessine. Voilà, c'est l'étoile du matin dans le cœur du peuplier sacré des Lakota. D'où savait-il ça?